Et bienvenue au Good Week Trading, votre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à 10 heures. On va faire le point sur l'analyse des marchés, la semaine, les perspectives pour la semaine prochaine. Et puis on va étudier des actions, des bitcoins. Et on va voir aussi le gold, chose que je fais assez rarement, pour avoir une vision un petit peu d'ensemble. On prend un petit peu le temps entre nous. Et puis je vous rappelle qu'on a trois autres webinaires. Tout de suite, je vous demande de mettre des petits pouces pour saluer l'effort tous les samedis et dimanches matin de vous préparer cela. Ça prend plusieurs heures. Et ça prend tous les samedis matins, tous les dimanches matins, voilà, une partie de la nuit de vendredi pour être très honnête. Et puis on attaque tout de suite sur le... hop, j'ai mis le petit truc, voilà, c'est cool. Et on attaque tout de suite le Good Week Trading. Voilà. Alors, je vous rappelle que juste après le Good Week Trading, on aura un webinaire économie à 11 heures sur la politique de redistribution en France et on va se demander si elle est efficace. Vous allez apprendre énormément de choses et pour une fois, ce ne sera pas caricatural, ce ne sera pas un gars de droite qui vous analyse ça ou un gars de gauche qui vous analyse ça et au final, c'est uniquement de la propagande politique. Ce sera une analyse honnête, juste et droite et vous allez apprendre beaucoup de choses. J'ai passé une dizaine d'heures à lire beaucoup d'ouvrages et de statistiques et j'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi, ça m'a aussi cassé certaines choses, fausses informations que j'avais. Et on se retrouve demain. Hop, j'échange les heures. Pour le webinaire historique, on va faire voir les deux réactions en 1940 entre Philippe Pétain et Charles de Gaulle. Là aussi, ce sera une vision historique et pas de propagandiste ou autre, ce qui va vous changer en fait de tout ce que vous pouvez voir sur le net. Et c'est le but en fait de cette chaîne. Alors, elle restera toujours confidentielle puisque si on veut faire l'audience, il faut être caricatural, il faut prendre parti pour un camp et être extrémiste. Voilà, donc comme je ne suis pas du tout une personne extrémiste, la chaîne ne décollera jamais, mais au moins j'aurai le plaisir d'avoir fait de la qualité et peut-être d'avoir ouvert quelques esprits à la lumière dans un monde qui est de plus en plus obscur. Et puis à 11 heures, dimanche prochain à 11 heures, demain en fait, on va voir comment progresser dans le trading, voir dans sa vie de manière générale, voir comment on peut augmenter sa productivité au travail, comment on peut être beaucoup plus efficace et on va... je vais vous parler de l'approche Kaizen, qui est une méthode japonaise développée notamment par Toyota, mais que on peut transformer, en tout cas que j'ai transformé en tout cas dans ma vie quotidienne et dans mon trading. Voilà pour les publicités, en espérant que vous serez là. On attaque donc cette semaine sur le Good Week Trading. Alors, on a eu une semaine où c'est assez rare, on a eu deux dynamiques totalement différentes. On a eu la dynamique des indices européens haussières. On finit sur des records historiques. On regarde le CAC 40. Regardez-moi ça. Petit record historique vendredi à l'ouverture et on y retourné à la clôture des marchés européens. Donc là, ça nous montre vraiment que la tendance est vraiment forte sur le CAC 40. Et on a la même chose sur le DAX. Alors, il n'a pas battu son record historique de tous les temps hier. Enfin, bon. Techniquement, si, il l'a battu à 1h du matin, mais en tout cas en heure d'ouverture normale de marché, non, donc toujours sur les plus hauts. Et l'Eurostock 50, lui aussi, record historique, par contre en séance, là aussi juste avant la clôture. Donc on a vraiment une poussée majeure sur les indices européens. Ça fait 6 semaines qu'ils montent non-stop, sans aucun essoufflement, sans aucun retracement. Ils ont été chercher tous des points bas que je vous avais signalés jeudi. Ils ont testé ces points bas et ensuite ils sont repartis plein nord. Donc si on regarde
plus précisément, je sais que ça intéresse un peu plus de monde, le CAC 40. On a eu ce range qui était magnifique, résistance 1 mensuelle, on a un petit peu hésité, contact des 7000 points, pile, on s'est mis à réaccélérer, et hier, on s'est mis à breaker de manière extrêmement forte, et c'est ça qui est intéressant, c'est dès l'ouverture du marché vendredi à 9 h, poum, on est parti, on s'est tapé notre record historique et on est un petit peu reflué, et tout le reste de la journée, on a été très très positif. Donc on a vraiment une dynamique très forte sur l'Europe, 6e semaine de hausse consécutive, high score sur high score. Attention cependant, ça peut être la dernière semaine de record et de hausse continue. Pourquoi? Parce qu'on a pour la première fois depuis là aussi 6 semaines les indices américains qui ont baissé. On n'est pas habitué à ça. On a eu une baisse des indices américains. Donc je vous les montre très rapidement. C'est une vision sur 15 jours. Alors attendez, je vous remets, voilà. Là, c'est une vision sur 15 jours des indices américains. Et on voit très nettement cette baisse. On a eu un point haut en début de semaine, très rapidement, à l'ouverture des marchés américains sur le Dow Jones. Et ensuite, on a eu une baisse extrêmement régulière, avec un respect de la loi de Dow assez marqué. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc on a vraiment une loi de Dow baissière. Par contre, elle a été stoppée au contact, à la proximité de cette zone-là, la proximité de la zone des 35 750. Je vous l'avais dit hier, il y a du lourd, il y a vraiment du lourd. On a la middle R1 mensuelle, on a le plus haut du mois précédent, on a le niveau symbolique des 750. Donc ça fait vraiment une accumulation de choses qui rend difficile d'aller plus bas si on n'a pas vraiment de mauvaises nouvelles très importantes. Et on voit qu'ils ont essayé de remonter pour reprendre une partie de la baisse de la semaine, mais sans plus. Alors pourquoi on hésite comme ça, on patine sur les indices américains? Parce qu'on a eu des statistiques qui montraient que au moins aux États-Unis, l'inflation monte, et que on a été bercé en fait pendant de longs mois par la banque centrale, notamment américaine, par Jérôme Powell, qui se voulait rassurant en disant que la hausse des prix était transitoire. Bon, vous avez fait comprendre qu'à mon avis, bon, c'était un petit peu exagéré, et toutes les statistiques qui tombent montrent que ça devient de plus en plus évident que cette période dite entre guillemets transitoire est loin de l'être, et qu'elle pourrait perdurer au moins toute l'année 2022, voire un petit peu plus longtemps. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux des consommateurs, l'inflation, ils la voient très très nettement. Et puis on a un début de déclenchement médiatique, où on a par exemple Monsieur Leclerc qui vient sur les prix en s'excusant et en disant qu'il fait tout pour maintenir les prix bas, mais qu'il va être obligé d'augmenter de 10% le prix des pâtes, etc., etc., etc. Donc oui, on a une inflation réelle qui existe. Vous pouvez contacter les amis que vous avez par exemple dans les BTP. Les prix des matières premières s'envolent, si ce n'est en plus les retards pour se faire livrer. Donc là, on a vraiment une sorte de goulot d'étranglement et une inflation qui est multifactorielle, qui apparaît partout, sauf sur les salaires. Bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, elle apparaît, et ça touche surtout, pour le moment, les États-Unis d'Amérique, ce qui explique la baisse des indices américains, mais qui reste vraiment très contenu, très contenu. Je vais vous montrer le Nasdaq. On va faire une petite étude sur le Nasdaq. Alors, on a une petite baisse sur le Nasdaq, effectivement, notamment sur la journée de mercredi. Pourquoi? Parce qu'on a eu Apple et Microsoft qui ont perdu 1,5%, mais ne vous en faites pas pour eux, ils ont récupéré ce qu'ils ont perdu, Microsoft et Apple, le vendredi, ce qui explique cette hausse en continu qui a été bloquée, et là c'est super intéressant, par le point pivot de la semaine, les 16 200. On a eu un retour des investisseurs sur Apple, Microsoft, qui avaient un petit peu perdu d'argent, mais c'est resté bloqué sur ce point pivot de la semaine. Donc ça nous montre qu'on a pu un emballement
à l'achat sur le Nasdaq. C'est l'indice qui est le plus touché par une augmentation de l'inflation, donc de l'augmentation des taux. Ce sont les valeurs qui vont être le plus en difficulté. Donc voilà, si les banques centrales, notamment américaines, augmentent les taux de manière plus rapide que prévu, les premiers à être touchés, impactés, ça va être les valeurs du Nasdaq, et c'est le Nasdaq qui risque de passer rouge, le rouge vif, le plus rapidement possible que les autres. J'ai fait un petit truc tout simple, je vous montre. On va regarder notre ami le Nasdaq sur 10 ans. Juste comme ça, on prend un tout petit peu de recul. Voilà, on va mettre mois par mois, voilà, notre ami le Nasdaq sur, allez, on va prendre depuis 10 ans, voilà, depuis 2010. Alors attendez, on va mettre sur 2 mois, comme ça on verra un tout petit peu mieux, les bougies seront un petit peu plus grosses. Et je vais retirer, je vais retirer tout ça, comme ça on verra mieux. Voilà, notre ami Nasdaq sur à peu près, bon voilà, là maintenant on a j'ai même plus de 10 ans, hein, si vous voulez tout voir, là regardez. Ici on a je l'ai, donc j'ai 22 ans de recul. Là on a la bulle internet sur le Nasdaq. Cette fameuse bulle où tout le monde s'est mis à paniquer parce que tout s'est écroulé sur le Nasdaq. Regardez. Bulle internet, on est monté au maximum à proximité des 5000 points, on est redescendu à presque 1000 points. Ça paraît complètement fou de se dire qu'en 2003, on avait le Nasdaq à 1000 points et qu'il est maintenant à 16 000 points x16 en 18 ans, il a été multiplié par 16. Donc vous voyez la croissance, on est sur un graphique type Bitcoins. On a eu la phase de baisse classique, la fameuse crise 2008, crise des subprimes, et ensuite, c'est ça qui m'intéresse, sur les 10 dernières années, on ne fait que monter. Finalement, on a au maximum, on est sur des bougies de 2 mois, on est au maximum sur un trimestre, sur 4 mois de stagnation ou de baisse, et ensuite on enchaîne des années complètes de hausse, de hausse, de hausse, de hausse. Pourquoi je vous montre ce graphique? Regardez la taille des bougies. On voit qu'on a une accélération, quoi qu'il arrive, de la volatilité, de l'amplitude. On voit que on s'est mis à déverser de l'argent et que cet argent a été sur ces valeurs technologique de plus en plus rapidement. Alors oui, la taille des bougies est plus grande parce que l'indice est un peu plus grand, mais justement, elle devrait être beaucoup plus petite parce que ce serait beaucoup plus difficile d'avoir des grosses bougies quand on est à 10 000 plutôt que quand on est à 4 000. Regardez ici, si je prends cet exemple, on va dire janvier 2020, allez, soyons fous. On était aux alentours de 8 000 points. 2 ans après, 18 mois après, 20 mois après, on a fait 100%. Là, ici, on a 100%. Et surtout, ce qui est vraiment le plus impressionnant, on va mettre des bougies en 1 mois sur la dernière période. Ici, on a notre ami le Covid. On a eu la super bougie d'indécision qui nous disait au mois d'avril, en El Kinashi, on peut peut-être rentrer. Et ensuite, on n'a eu qu'une succession de magnifiques bougies en pleine accélération. Alors, quand on voit ça, quand on prend un tout petit peu de recul, on se dit, on pourra avoir un crack des marchés. Franchement, on est passé de 2000, allez, on va être super gentil, on est passé de 1200 à 16 000. Si on redescendait ne serait-ce qu'à 10 000, c'est-à-dire que si on perdait presque 40%, ce ne serait pas du tout un scandale. Et on serait encore sur 20 ans de hausse continue non-stop. Alors, je ne vous dis pas qu'on va avoir un crack, je vous alerte juste sur le fait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On peut monter jusqu'au ciel jusqu'à la fin de l'année, hein. Ça pose pas un problème, mais qu'il y a un moment, on a eu une montée verticale exponentielle, personne ne s'est plaint. Il y a eu 2 ou 3 vendeurs qui sont râlés, ils ont vite été écrasés, on n'en a plus jamais entendu parler. Par contre, si on a une vague de baisse, et je ne sais pas quand il y aura une vague de baisse, etc., je suis pas un devin ni un prophète de l'apocalypse,
mais elle risque d'être rapide et violente, parce que dans toute l'histoire, je vous rappelle, regardez, je vous montre juste le crack de 2000, qui a encore marqué les espoirs, les traders comme moi qui ont été un peu traumatisés par cela. On est passé de 4000 à, on va dire, moins de 1000. On a été divisé par 4 en très peu de temps. Entre octobre 2000 et décembre 2002, c'est-à-dire en 14 mois, le cours a été divisé par 4. Si on a exactement la même chose, ce qui nous paraît complètement fou, mais voilà, c'est une hypothèse de travail, en 2 ans, on passerait de 16 000 à 4 000 points. Et on reviendrait sur les niveaux des années 2000. Alors on n'est plus du tout dans les années 2000, je suis bien d'accord. Les entreprises sont beaucoup plus fiables, stables. Dans les années 2000, vous créiez une entreprise, vous disiez c'est aller sur internet, arrobas quelque chose, personne ne comprenait trop ce que c'était, et poum, elle explosait, ça montait dans tous les sens. Pourquoi je vous fais cette remarque-là? Parce que ça me fait fortement penser, où là je pense qu'il y a un énorme risque, sur le Bitcoin. Parce que 20 ans après, j'ai l'impression de revivre la même euphorie où n'importe qui sort une crypto-monnaie qui ne sert strictement à rien, dont personne ne comprend d'ailleurs le fonctionnement, l'intérêt, machin bidule, et poum, elle prend 100, 200, 300, 500, 1000%, et tout le monde se précipite dessus. On en est même à créer des fausses crypto-monnaies pour se foutre de la gueule des gens qui achètent des crypto-monnaies, mais ils sont tellement stupides qu'ils les achètent et que ça prend 1000% aussi. Donc on arrive dans un système qui me fait fortement penser, pour les crypto-monnaies, j'insiste bien pour les crypto-monnaies, qui me font vraiment fortement penser à ce que j'ai connu il y a maintenant 22 ans sur la bulle Internet, où, alors c'était pas tout à fait les mêmes proportions, mais je me rappelle, il y avait une introduction en bourse. Je disais que je voulais acheter 10 000 actions parce que je savais que j'allais en recevoir que 100 ou 200 maximum. Cours d'introduction, boum, l'action prenait 50% à 100% très très rapidement. Une semaine après, on revendait et on avait fait 50-80% de plus-value. Voilà, c'était ce que j'appelle l'exubérance irrationnelle. Il n'y a pas que moi qui l'ai appelé, hein, c'était aussi les membres de la Fed de l'époque. Et on se retrouve avec le marché crypto avec exactement la même chose. C'est pour ça que je vous mets en garde sur ce marché qui attire beaucoup de gens, qui excite les gens qui en fait n'y connaissent pas grand-chose. C'est ce qui excite toujours les gens, c'est l'argent facile, rapide. Tu mets 10 000 euros, tu vas avoir 1 million dans un an. Waouh. Bon, faites attention, si vous mettez de l'argent, mettez pas tout votre capital dessus, parce qu'il y aura un moment où ça va se retourner de manière violente, et il pourra avoir un mouvement de panique. Et là, il y a des mouvements, des effets de foule haussiers. Ça marche très bien, tant mieux, mais il y aura aussi des effets de foule baissiers. Et là, on baisse beaucoup plus rapidement qu'on ne monte. Pourquoi j'insiste beaucoup sur cette comparaison Nasdaq entre 2000, attendez, là, je vais essayer de faire un truc technique. Coucou, me revoilà. Pourquoi j'insiste beaucoup dessus? Parce que vraiment ça me fait penser à ce que j'ai connu, et moi j'étais le premier à essayer d'acheter au maximum toutes les introductions en bourse des trucs technologiques. On prenait de l'argent facilement, c'était une période folle, complètement excitante, mais voilà, j'ai connu des millionnaires virtuels sur de nombreuses actions. C'est-à-dire que s'ils vendaient leurs actions technologiques, ils avaient 2-3 millions d'euros, et qui se sont retrouvés avec 10 000 euros 2 ans après, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu vendre, parce qu'ils sont tombés amoureux de leurs actions, que comme il avait payé 100, qu'elle était montée à 300, quand elle s'est retrouvée à 50, ils se sont dit c'est l'affaire du siècle, allez boum, ça va remonter à nouveau à 300, je remets tout au panier. Et puis l'action a fini actuellement à 3, 4 ou 5 dollars. Et elle remontera jamais.
Donc voilà, c'est l'historien économique aussi qui vous parle. Profitez de ce qui a déjà existé. Ne soyez pas dupes. Encaissez. Prenez des bénéfices. Sachez les prendre. Ne soyez pas des millionnaires virtuels qui vont se transformer en smicards réels parce qu'ils n'ont pas voulu prendre leurs bénéfices. Je vous rappelle une phrase du baron de Rothschild que j'ai trouvé, qui m'a fait changer mon trading et qui a dit « Je suis devenu riche en vendant avant les autres ». Donc pensez bien à ça, d'autant plus qu'on n'a jamais eu autant d'argent sur les marchés, qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui ne connaissent absolument rien sur les marchés financiers, qui ouvrent des comptes, ils ne savent même pas trop où, sur des îles exotiques, où on ne connaît même pas qui ont créé cette plateforme d'échange pour acheter des choses dont ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est, etc., etc., etc. Voilà, il y a vraiment un risque systémique. Alors, on va revenir sur le Bitcoin, parce qu'il y a une chose aussi qui est super intéressante. Alors, le Bitcoin a battu son record historique de tous les temps à 69 000 $. Et on a dit tout de suite pourquoi le Bitcoin s'est mis à monter comme cela. Pourquoi il a pris 10%, ça a été sur les craintes inflationnistes, tout de suite. Et c'est ce qui aurait expliqué que le Bitcoin c'est devenu une valeur entre guillemets refuge contre l'inflation. Et on a vu ça partout fleurir. Vous avez énormément de gens qui ont des Bitcoins, qui sont investis dans une crypto-monnaie, ils ont tout intérêt à faire un maximum de buzz positif pour attirer de nouvelles personnes, pour qu'elles remettent au pot et trouver des gens capables d'acheter un Bitcoin à 65 000 $. Et voilà. Donc il y a tout un processus aussi marketing dessus pour soutenir ces valeurs. Et moi par exemple je reçois mais en permanence 50 fois par jour sur mes comptes sociaux en message privé des spams pour me dire ce nouveau Bitcoin c'est absolument génial, tu vas faire fortune, machin. Et la façon dont c'est écrit en plus, alors c'est des robots automatiques qui envoient ça, c'est pas une personne humaine, et la façon dont c'est écrit, le vocabulaire utilisé, on va déjà dire le type de profil qui est recherché. C'est plutôt Wesh Bien avec 500 € que Charles-Édouard avec 500 000 € qui est spammé. Et donc on a déjà le spam est une activité illégale, donc on a pour soutenir des crypto-monnaies, on a déjà des activités illégales pour essayer de toucher un maximum de monde. Et si vous avez un compte Instagram, il est un peu connu, un petit peu suivi, il est envahi en permanence de spam sur toutes vos photos, sur tous vos commentaires et tout. Et ça en est absolument insupportable. C'est rien que de nettoyer tout ça, effacer les spams, ça vous prend bientôt une demi-heure par jour. Donc voilà, je me rends compte aussi sur le forum. Le forum a 11 ans. 11 ans. Il y a encore 5-6 ans, 7 ans, il y avait du spam massif pour tous les brokers pourris, chypriotes, pour toutes les options binaires, machin bidule. Maintenant, on n'a plus rien, puisqu'ils ont été totalement interdits. Et maintenant, ce qu'on reçoit sur le forum en permanence, c'est du spam pour les crypto-monnaies. Donc, on a exactement le même système. Et là, je trouve qu'il y a une accélération massive du spam. Donc, quand il y a une accélération massive du spam, c'est qu'il y a du mal à refaire remonter et à retrouver de nouvelles personnes pour remettre au pot. Donc ça peut être aussi un signal qu'il y a un essoufflement. Voilà, donc tout ce qui a été dit sur les crypto-monnaies permettent de protéger de l'inflation. 24 heures après, on a exactement le contraire, ça a reperdu 10%. Pourtant l'inflation, on a toujours les mêmes craintes, mais voilà, ça n'a. On va comparer avec l'or. C'est ça qui m'intéresse parce qu'on dit exactement la même chose, on dit l'or protège des tensions inflationnistes. Donc là vous avez les crypto-monnaies sous les yeux, je vous montre aussi l'Ethereum aussi, donc lui qui a échoué sur sa résistance mensuelle. Alors je tiens à dire, je ne suis absolument pas contre les crypto-monnaies, absolument pas. Si vous m'avez suivi, j'ai parlé du Bitcoin, des crypto-monnaies, du minage des crypto-monnaies dès 2011, dans une indifférence absolument totale. C'était vent sur vent. J'ai d'ailleurs arrêté d'en parler. Et bon, c'est ça qui m'amuse.
Voilà, donc on ne peut pas du tout me taxer de crypto-monnaie. J'ai été mineur, je suis toujours mineur de crypto-monnaie. Bon, côté geek, bien entendu, qui m'amuse. J'en ai parlé 10 ans avant tout le monde, entre guillemets. Voilà, donc non, je ne suis pas du tout anti. Mais voilà, de par mon expérience, je retrouve exactement les mêmes comportements similaires, irrationnels, sur les crypto-monnaies que j'ai pu connaître dans les années 2000. Ça peut encore monter, il n'y a pas de souci, mais à un moment, ça va être la fin de la récréation, si j'ose dire. On ne va pas retrouver des nouvelles personnes pour remettre au pot. Il y a un petit côté Ponzi, bon, il y a en plus un petit côté qui sont super mauvais, puisque sur Bitcoins, quand vous regardez la répartition, vous avez 40% des Bitcoins dans le monde qui sont tenus par quelques personnes. Donc le jour où elles vont se mettre d'accord pour dire allez c'est bon, on encaisse, voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup de tout petits pour pouvoir absorber le fait qu'ils contrôlent des blocs mais colossaux des bitcoins. C'est un petit peu comme si à la bourse sur le Nasdaq, on avait, je sais pas moi, un hedge fund qui contrôlait 40% du volume sur le Nasdaq. Bon bah voilà, n'importe quel trader se barrait en courant en disant bonjour à la manipulation. Bon, ce qui n'est pas le cas sur le Bitcoin. Voilà, donc en sachant que même en ayant dit cela, je vais me faire massacrer par par justement les gens qui font tout pour essayer de faire monter les cours des crypto-monnaies. On va comparer sur l'or. Donc là, je reviens sur le Bitcoin. Donc l'effet du Bitcoin qui les gens investiraient dessus pour contrer l'inflation. Et on va regarder l'effet or. Voilà. Effet or, les gens investiraient dessus pour contrer l'inflation. Alors, très nettement, sur l'or, oui. Sur Bitcoin, on vous en fume. Voilà. On recommence rapidement. La pédagogie, c'est le sens de la répétition. Le Bitcoin est plus bas aujourd'hui que sur cette soi-disant monnaie refuge contre l'inflation, ce qu'on a entendu toute cette semaine. Et l'or est au plus haut et a monté toute la semaine. Alors, l'or, pourquoi c'est un refuge contre l'inflation? C'est une bonne question. La première chose, je pense, là c'est en tant que psychologue et historien économiste, c'est qu'il y a un effet d'habitude. Il y a un effet d'habitude. Tous nos ancêtres, c'était la seule chose sur laquelle ils pouvaient investir pour lutter contre l'inflation, la seule chose qui conservait de la valeur au fil des générations, du temps, et qui permettait de lutter contre les dévaluations monétaires, c'était de posséder de l'or. Ça, c'est très clair. D'autant plus que les transactions se faisaient en monnaie. Et c'était pas comme nous. Nous, on a de la monnaie entre guillemets virtuelle. Voilà, éventuellement, on a encore parfois des billets. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai plus touché, mais voilà, c'est sur un compte. On a un chiffre. Il y a une forme de virtualité. Nos ancêtres, c'était physique. Ils avaient l'argent dans la main, dans leur bourse, sous le matelas, au sens propre, enterré sous le chêne du jardin. Donc, bon, si vous avez une vieille maison. Une vieille maison de famille, je vous encourage à louer au moins pour une journée une poêle à frire, c'est-à-dire un détecteur de métaux, et aller faire un petit peu le tour dans le jardin familial. Tournez bien autour des chênes. On ne sait jamais, vous allez pouvoir peut-être trouver ce qu'on appelle un trésor familial qui était enterré là, parce que bon, le système bancaire n'existait pas, il y avait des invasions, etc. Et que faisaient les gens généralement? Ils enterraient avant de se barrer en cas d'invasion, ils enterraient bien protégés. Comme ça, si les envahisseurs les arrêtaient, les fouillaient, je suis un pauvre, j'ai pas d'argent, je suis vraiment désolé, ils pouvaient éventuellement s'en sortir. Donc les gens ne partaient pas, ne fuyaient pas avec tout leur argent, ils étaient plutôt enterrés à proximité de la maison, dans le jardin, discrètement. Voilà, donc faites le tour des chênes, ça marche plutôt bien. Et puis vous me tenez-moi au courant, si vous trouvez un super trésor monétaire, envoyez-moi une photo, j'adore les vieilles pièces. J'aurais été heureux d'avoir contribué à la redécouverte d'un trésor monétaire.
Blague à part, ça reste très 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 ancré. Le fait que vous avez des gens, alors souvent les personnes âgées, j'ai encore eu un témoignage là sur cette semaine sur YouTube. Ah ben moi je suis bien, j'ai acheté de l'or et de l'argent, c'est sous mon matelas, je crains pas l'inflation. Ça ouais, c'était, allez on va dire au 19e, au 18e, 17e, dans un l'an 1000, à l'époque des Romains. Voilà, les gens avaient la monnaie, enfin ils n'avaient pas la monnaie, ils avaient réellement une petite plaque en or, un petit lingotin, etc. etc. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, la monnaie qui circulait, c'était réellement des monnaies en or. Mais pour avoir des dévaluations, ils retiraient l'or et ils mettaient de plus en plus d'alliages, entre guillemets. Et donc c'est pour ça que c'était extrêmement compliqué le système monétaire, parce que vous aviez des pièces en or identiques, qui n'avaient pas les mêmes dates, ou le même empereur, ou le même roi, et elles valaient de 1 à 4 fois moins cher, parce qu'il y avait un peu moins d'alliages, il y avait un peu plus d'alliages, un peu moins d'or dans certaines monnaies. Je ne vous parle même pas des pièces, si vous voyez des pièces anciennes en or, argent, qui sont bizarrement coupées, c'est tout simplement qu'ils faisaient l'appoint. Ils rognaient les pièces. Hein. Par exemple, vous vouliez acheter quelque chose, c'était tel prix, vous donniez une pièce en or, le marchand pesait la pièce en or, il y avait un peu trop d'or. Bon, on rognait, voilà, on rognait la pièce, et quand il y avait le bon poids, c'était bon, et le reste, la poussière d'or, ou le petit bout qui avait été retiré de votre pièce, vous le récupériez, et on vous avait rendu la monnaie. C'est l'origine du mot. C'est pour ça que parfois dans certains patois on entend rogner la monnaie. C'est ça, c'est-à-dire c'est rendre la monnaie, sauf qu'ils avaient vraiment une lime pour limer la pièce. Donc on a vécu finalement dans tous nos ancêtres pendant, si on prend même les Égyptiens, allez, on va dire pendant 3000 ans, avec cette idée que l'or protège, etc. Ça existe toujours, hein, quand vous allez en Inde, les basses castes les plus pauvres en Inde, on est toujours surpris, on se dit mais ils ont des bijoux en or et ils crèvent de faim. Oui, parce que ce qu'ils portent sur eux, c'est absolument 100% de leur patrimoine. Dans certaines castes en Inde, ils n'ont même pas le droit d'avoir un compte en banque. La monnaie en papier, il y a de l'inflation et tout, donc voilà, ils ont des bijoux, ils ont des bijoux en or, et quand ils ont du mal à finir la fin du mois, quand il faut acheter quelque chose, ils vont retirer leur collier, retirer 4 ou 5 mailles, la faire peser, et on leur rend de l'argent en échange. Voilà, donc voilà, ils vivent un peu exactement comme vivaient nos ancêtres. Il n'y a pas si longtemps, hein, il y a jusqu'au 19e siècle, c'était un petit peu, jusqu'au même mi-20e siècle, c'était un petit peu le principe. Donc oui, on le voit très nettement, quand il y a toujours des tensions, des pressions inflationnistes, qu'on a un petit peu peur, il y a un vieux réflexe qui est d'acheter de l'or, et ce qui explique que l'or a bien progressé à ce jour. Très bien, est-ce que réellement ça protège de l'inflation? Si vous avez beaucoup de cash, ce qui va vous protéger de l'inflation, par exemple, c'est d'acheter un bien physique, puisque le principe de l'inflation, c'est que les prix montent. Donc vous pouvez acheter de l'or, ce qui ne sert pas à grand chose, et faites très attention sur la fiscalité sur l'or, parce que ça peut être intéressant, mais si vous voulez acheter des lingots physiques, alors vous allez être extrêmement surpris quand vous allez voir le revendre, et là vous allez vous faire massacrer si vous êtes en France, hein, vous allez vous faire massacrer par la fiscalité. Alors 2 secondes, je suis en train... Voilà, mon logiciel de reconnaissance vocale s'était lancé. Donc faites attention, c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter, si vous voulez vous couvrir contre l'inflation, acheter des lots futurs que vous faites rollover, etc. Ça a beaucoup plus d'efficacité, vous allez absolument pas ne pas subir le change, absolument pas subir une fiscalité qui est absolument démentielle sur l'or, et en plus vous allez moins vous faire repérer par le fisc, parce que si vous allez commencer à vous acheter 3-4 lingots en or, tout ça c'est déclaré. Voilà, donc n'essayez pas si vous êtes revendeur de drogue et que vous avez plein de liquide, d'aller acheter des lingots en or. Voilà.
c'est pas le truc malin, vous allez vous faire repérer très rapidement. Donc, je suis désolé de casser ce mythe aujourd'hui et je vous le remonte, comme quoi le Bitcoin serait une valeur considérée comme protégeant de l'inflation. À ce jour, non, pas du tout. J'ai fait une vidéo l'année dernière aussi qui disait, il y avait une rumeur, si les marchés baissent, le Bitcoin, il faut investir dessus, c'est le seul à monter. Pas du tout. J'ai montré dans une vidéo que quand les marchés financiers se prenaient une grosse claque, le Bitcoin s'en prenait une encore plus magistrale. Donc faites attention sur tout ce qui est les crypto-monnaies. Et c'est un mineur de 2011 qui vous le dit. Faites attention à toutes ces rumeurs, fake news dans un but spam que vous devez vous aussi recevoir dans un but unique d'essayer de maintenir ou de faire monter artificiellement un instrument. Je pense que vous n'avez jamais reçu de spam pour de l'action Renault en vous disant achetez Renault, blablabla, c'est formidable. Voilà. Donc vous voyez, déjà il y a une grosse différence de mentalité et je vais pas en dire plus. Je vais revenir donc sur les indices américains. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, mais je voulais vraiment me faire le focus dessus parce que quand on se fout des gens, ça m'énerve un peu. Et tous ceux qui ont dit que c'était acheter du Bitcoin ça mort, allez-y, endettez-vous, vendez votre maison, il y a l'inflation, c'est la fin du monde, mettez tout sur Bitcoins. Il y a pas d'éthique, hein, tout simplement. Et ils vont pas s'excuser, surtout pas. Ils vont être agressifs. S&P 500, donc indice intéressant, extrêmement large. Progrès aussi. Je n'insiste pas sur les points bas et sur les points hauts. J'en ai parlé vendredi dans le Good Morning Trading. C'est exactement les mêmes sur les indices américains. Tout l'enjeu pour nous la semaine prochaine, ça va être de voir comment vont se stabiliser les indices américains. Est-ce qu'on va être reparti? Finalement, on aura un petit peu calé cette semaine, repartir et sur une nouvelle exubérance haussière pour finir la fin de l'année. On ne peut pas le dire, mais c'est ça qui est intéressant. C'est repérer les points hauts des différents indices américains et voir si on les break. Si on les réussit à les breaker, c'est un super signal pour la fin d'année, comme quoi il pourrait nous faire un petit rallye. Si derrière on enchaîne à la fin du mois avec le Black Friday avec des bons chiffres, ça peut être extrêmement moteur. On a une info qui est très importante la semaine prochaine. On a Walmart qui va publier ses résultats. Il boucle la saison trimestrielle. Voilà, c'est parti des habitudes. Et ça va être vraiment surveillé de près pour voir si les tensions inflationnistes ont réduit la consommation. On a eu l'indice du Michigan qui était très mauvais, qui est tombé hier. Bon, ça n'a pas du tout fait réagir les bourses américaines, au contraire, elles ont continué de monter. Donc c'est encore une preuve que l'indice du Michigan ne sert strictement plus à rien. Je suis le premier à le regretter parce que j'adorais cet indice. Voilà, c'était quasiment un jour de Fed quand on sortait, quand l'indice du Michigan sortait. Et maintenant, tout le monde s'en fiche. Donc voilà, il y a des effets de mode aussi sur tous les indices. L'euro. Un petit zoom sur l'euro, il se prend une grosse claque. Je crois qu'on peut juste résumer ça. Sur une année, l'euro est au plus bas. Alors bon, ça a une bonne chose et une mauvaise chose. On va essayer de voir au niveau global. Alors, une mauvaise chose, c'est si vous voulez vous expatrier, tout va coûter plus cher. Si vous voulez vous expatrier à Dubaï, l'immobilier, il s'est pris pas mal. Ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, est-ce que 1,14 c'est un bon niveau? Oui, c'est un bon niveau pour l'industrie européenne. Nos produits, du coup, sont que les gens vont acheter en euros. Comme l'euro est un petit peu plus faible, c'est par rapport à la parité avec le dollar. Bon, grosso modo, on a perdu 8%
sur une année, nos produits se vendent un petit peu mieux. Deuxième point positif, c'est que quand on achète à l'étranger, ce qui n'est pas bien pour la balance commerciale, les produits sont un peu plus chers. Mais ça réduit un petit peu le pouvoir d'achat. On a toujours cette lutte. Quand j'entends par exemple des hommes politiques qui disent oui, les produits chinois, il faut les taxer à 20-30%, ouais, tout le monde est d'accord sur le papier. Par contre, personne n'est prêt à payer 20 ou 30% de plus les produits chinois parce que ça représente à peu près 80% de notre consommation. Merci Yannick de me dire qu'on ne voit pas les graphiques. Je suis désolé. Oh là là, j'ai pas pensé. Bon, n'hésitez pas à m'envoyer des WhatsApp. Hein. Donc, je reviens sur... bon, je vais vous refaire rapidement. Alors, je sais pas, vous n'avez pas dû voir le Bitcoin du coup. Donc, on est sur 1,14. On baisse depuis un an sur l'euro USD. Et donc, c'est positif pour l'industrie française. C'est positif parce qu'on peut plus exporter. C'est négatif parce que tous les produits que l'on achète à l'étranger vont nous coûter plus cher. Et c'est là où il faut trouver un équilibre. Parce que la matière première coûte aussi plus cher. Et ça peut être un désavantage pour certaines industries françaises et européennes, pardon. Là, je suis trop nationaliste. Pour certaines industries européennes qui pour générer leurs produits consomment beaucoup de matières premières. Matières premières, ça peut être l'extraction de la terre, d'où aussi le pétrole, beaucoup de plastique égale pétrole, etc. Donc si le pétrole coûte beaucoup plus cher, on peut avoir une augmentation de la moindre souris en plastique, même produite en Europe. Donc là, il y a un gentleman agreement à essayer de trouver. Je me rappelle avoir lu des études il y a 3-4 ans qui disaient qu'un euro entre 1,10 et 1,20, et là on est pile au milieu, était l'idéal, alors ce sont des études économiques, était l'idéal pour l'industrie et l'économie européenne. On avait un avantage par rapport aux Américains pour écouler nos produits et ça ne nous plombait pas trop pour produire malgré nos achats à l'extérieur. Donc c'est pour ça que 1,15 c'est pas un niveau qui est massivement choquant, c'est en fait le niveau médian attendu et connu par les économistes, par les chefs de gouvernement. D'ailleurs, vous n'en avez entendu aucun qui s'est mis à hurler en disant l'euro est trop faible. Non. Voilà. Donc ça pourrait se mettre à stagner quand même quelques temps entre cette zone-là, on va dire entre 1,12 et 1,18 et 1,15, 1,16, c'est vraiment le niveau idéal pour notre croissance. Donc il n'y aura pas d'intervention de la BCE pour soutenir l'euro. Il arrive exactement, voilà, il est à 1,145, à 1,15 c'est le niveau idéal. Donc il arrive idéalement pour toutes les projections économistes et des économistes européens. Voilà, donc pas s'attendre à ce qu'il y ait une réaction de qui que ce soit au niveau politique, au niveau économique, ça arrange tout le monde en Europe. Voilà, c'était le petit point euro que je voulais vous faire. Alors je vous remonte, puisque du coup, j'avais pas mis les graphiques. Vous avez vu mon gros visage en plein écran du coup. Donc le Bitcoin, là, donc ici on a une petite accélération, on nous avait dit ah là 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 là, le Bitcoin c'est les gens se précipitent pour acheter du Bitcoin parce que c'est l'inflation, machin, bidule, que dalle, il a tout paumé encore plus rapidement. Donc voilà, ce que je voulais, c'est que vous mémorisiez cette évolution du Bitcoin sur les 15 jours et comparé au gold, hop, où là, le gold, on voit bien que les gens, crainte inflationniste, tout de suite, on se met à acheter. Le gold, oui, il garde encore ce statut-là d'investissement rassurant en cas d'inflation, même si très honnêtement c'est pas super rationnel. Si l'inflation arrive, il vaut mieux que vous achetiez, si vous envisagez un achat immobilier, il vaut mieux acheter une maison que acheter des lingots d'or. Voilà. Après, est-ce que cette inflation est transitoire ou pas? Elle va durer
Un petit peu, parce que là aussi, il faut bien le dire, ça arrange les gouvernements. Ça arrange les gouvernements. Le 1,15 sur l'euro USD, ça arrange la zone euro. On ne va pas trop y toucher. Et une inflation, là, si elle pouvait rester dans les... pas plus de 5%, surtout pas, mais entre 3 et 4%, ce serait génial. Pourquoi? Parce qu'on peut continuer à emprunter à pas grand-chose. Et toutes les dettes que l'on a cumulées, on peut les rembourser avec un peu moins d'argent. Un petit peu en monnaie de singe. France Trésor, par exemple, a super bien géré la crise, puisqu'elle s'est réendettée sur des prêts, on va dire, parfois négatifs, on va dire des prêts à 0, à 0,25, à 0,50. Et avec ça, on a remboursé des dettes que l'on avait avec des taux qui étaient à 6 ou 7%. Donc c'était absolument génial. Donc voilà, c'est plutôt sympathique aussi pour les gouvernements. Ils se retrouvent là, alors s'ils gèrent bien les choses, ils peuvent emprunter à pas cher, parce que bon, on n'entend pas beaucoup de gouvernements qui disent on va faire de l'austérité. C'est toujours augmenter plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'au moment où ça s'arrêtera. Voilà, on a eu un exemple avec la Grèce, hein, c'était toujours plus, puis à un moment, game over. Et ils retournent 30 ans en arrière, et toute la jeunesse se doit fuir parce qu'ils n'ont plus aucun avenir, etc. Mais bon, pour le moment, tant que ça marche, on y va, on fonce. Hein. C'est dans la nature humaine, a priori. Donc, ça arrange les gouvernements, et si on réussit à garder une inflation entre 3 et 4%, bon, au niveau du pouvoir d'achat, on s'en rend, bon, on ronchonne un peu, mais bon, ça va, on s'habitue. Le pot de yaourt de 125 millilitres, ce sera exactement le même format, et puis il passera à 100 millilitres. Et 80% des consommateurs ne s'en rendront pas compte, ou ils râleront en disant ah bah nanana, voilà. Et le prix sera conservé, on en mettra juste un petit peu moins. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous commencez à avoir c'est plus au kilo. Certaines choses que vous achetez, c'est plus au kilo, et vous commencez à avoir 950 grammes, 850 grammes, tiens. Voilà, surtout sur les produits assez chers, type produits bio chez Biocoop, ils font beaucoup de 850 grammes en ce moment. Et vous dites, voilà, mais bon, on s'en rend compte parfois, on râle un petit peu, mais éventuellement, et puis on les achète quand même, et puis finalement on en mettra peut-être un petit peu moins dans son assiette, on perdra du poids, et c'est pas si mal que ça. En tout cas pour moi, non, on mange toujours autant en fait. Mais donc voilà le petit enjeu. Voilà, je voulais vous faire un petit tour des marchés. Donc je conclus, marché européen très positif sur le marché européen. Ils sont moins touchés par l'inflation, donc c'est pour ça qu'ils nous font high score. Attention, hein, dès qu'on aura la BCE qui va dire attention, l'inflation en zone euro est trop forte, etc., ce sera à l'Europe d'avoir sa petite vague de baisse. Marché américain, avec les statistiques qui sont tombées, ils ont un petit peu baissé, mais franchement, pas du tout par rapport à ce que ça aurait pu être. Et puis se reprennent un petit peu en fin de semaine. Le Bitcoin, c'est pas du tout un investissement pour lutter contre l'inflation. L'or le prouve. 1,15 est le niveau que tout le monde attend au niveau de la BCE, des chefs d'entreprise. Ça convient à tout le monde. On n'a pas un Joe Biden qui est particulièrement actif sur l'euro, donc on risque peut-être de stagner pas mal de temps sur ces zones-là. Voilà, je vais arrêter là pour le Good Week Trading. J'espère que ça vous a intéressé. Je m'excuse de ne pas avoir mis les graphiques, mais je suis tout seul à faire le son, le montage en direct, les changements de caméra et compagnie. Et voilà, et là c'est un loupé. Voilà, ça arrive. Et puis je vous retrouve dans très précisément 5 petites minutes pour vous parler de la politique de redistribution en France. Est-elle efficace ? Franchement, je vous encourage à voir cette vidéo. Je ne gagne pas d'argent, il n'y a pas de pub sur les vidéos. Donc que vous soyez 1000 ou 10 000, ça ne change rien pour moi. Mais c'est important parce que ça vous évitera de gober toutes les conneries que l'on peut raconter dessus, et je peux vous garantir qu'il y a des surprises. J'ai moi-même été surpris, et pourtant je suis historien économiste, comme quoi ça fait du bien de retourner de temps en temps dans les archives et de fouiller. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve dans 5 minutes
Et merci, malgré les petits problèmes techniques, de liker cette vidéo, de vous abonner, ça m'encouragera à recommencer.